Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Bouchard pour une intervention sur, ou plutôt un retour d'expérience sur l'apport en fait que peuvent amener les laboratoires privés dans la recherche appliquée à la conservation et restauration des biens culturels. Alors, Michel, vous êtes physico-chimiste et vous êtes aussi actuellement expert judiciaire auprès de la Cour d'appel, je crois toujours, et puis enseignant, bien entendu. Mais surtout, vous avez fondé en 2009 le CARA, qui est le Centre d'analyse et de recherche en art et archéologie. Et donc, c'est un retour d'expérience sur les différents projets sur lesquels le laboratoire a été amené à intervenir, que vous allez nous faire. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Donc, je suis Michel Bouchard, je suis ce qu'on appelle scientifique de la conservation. C'est le terme qui est approprié pour tous les physiciens, les chimistes, les géologues, la plupart des scientifiques qui travaillent dans le domaine du patrimoine culturel. Et donc, je m'occupe d'un laboratoire privé qui s'appelle le CARA. À ce propos, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à la Cité de l'Architecture. Pour donner, comme l'a dit lors de ma présentation, plus un point de vue, un son de cloche, parce que le CARA n'est pas forcément représentatif de toutes les institutions privées qui existent. Et donc j'espère que ce témoignage pourra être un petit peu intéressant en termes de retour. Très très brièvement, pour présenter le laboratoire, le CARA comprend donc un seul scientifique, votre humble serviteur, une aide administrative, une aide comptable, et il y a d'autres institutions privées qui peuvent comprendre 2, 3, 4 scientifiques dans leur structure. Sans trop s'étendre, parce que c'est une question qui revient souvent sur le tapis ou qu'on nous pose, c'est les interlocuteurs qu'on a. C'est souvent les musées, les collectivités locales, les appels d'offres quand on peut y répondre, les conservateurs, restaurateurs, les architectes, etc., même les particuliers. Mais pour arriver au sujet principal de cette intervention, c'est-à-dire la recherche, je peux dire que le fait d'être issu moi-même d'un cursus universitaire a automatiquement impliqué une sorte de besoin, entre guillemets, ou de nécessité, d'envie de recherche, en tout cas, qui se ressent au niveau de la gestion du laboratoire et de la recherche au sein du laboratoire. Donc, j'espère pas me tromper, mais je vais faire un très rapide état de la situation de la recherche, ce qui n'est pas forcément ma spécialité. Et là, je vous invite plus à aller consulter les quelques conférences et journées d'études qu'il y a eu ces dernières années, 2-3 dernières années qui étaient du coup très riches, puisqu'on a pu consulter et participer à des conférences à distance, donc c'était le côté positif du Covid. Notamment 2 conférences qui m'ont beaucoup plu, une en septembre 2021, aux journées d'études, recherche et restauration, histoire, pratique et perspective, qui s'est passée à la Sorbonne, ou une journée d'études un peu plus antérieure, à l'INHA, co-construire la recherche en patrimoine. Je veux juste, là, dans cette diapositive, recontextualiser un petit peu dans sa globalité la recherche en conservation, restauration dans les laboratoires privés par rapport à tous les autres acteurs de ce secteur. Alors, je dirais que en France, du moins, on pourrait considérer qu'il y a les laboratoires publics, comme le LRMH qu'on a entendu, comme le C2RMF qu'on a entendu aussi à plusieurs reprises, et éventuellement le CRC, je crois maintenant plus. En parallèle, il y aurait les laboratoires mixtes, alors que je mettrai entre guillemets, je suis désolé pour le terme mixte, mais c'est le terme que j'ai trouvé le plus simple à attribuer. Donc il y en a plusieurs, je en cite 2 ou 3, donc, dont Art Nucléar, qui fait la page de couverture de cette conférence, qui est un GIP, qui est un groupement d'intérêt public, qui comprend le CEA, le ministère de la Culture, la ville de Grenoble, etc. Il y a le CICRP, qui est aussi un GIP culturel. Et il y a aussi Arcantique, qui est rattaché plutôt à la collectivité territoriale de Loire-Atlantique, et avec des financements de la région, de la DRAC pour certains projets de recherche, de l'Europe pour d'autres projets de recherche. Alors Jeanne Chinard, si elle est là, pourra me corriger si je dis des bêtises. Et encore en parallèle, je mettrai les laboratoires privés ou les institutions privées dont fait partie le CARA. Alors il y en a plein. Et il y a une liste qu'une de nos consoeurs restauratrices, Innocencia Kisalos, si je prononce bien, fait chaque année et met à jour. Mais dans cette catégorie, j'inclurai aussi tous les indépendants,
tous les indépendants, chercheurs indépendants, restaurateurs indépendants, qui aussi ont souvent des problématiques de recherche avec un projet détaillé et des publications au bout. Je ne rentre pas non plus dans le fonctionnement de la recherche de ces institutions, dans leur organisation, de ces entreprises non plus, mais dans ce fonctionnement, on l'a évoqué surtout hier, il y a toute la partie financement, la partie soutien à la recherche, comme le crédit impôt recherche, la mise à disposition d'outils, les moyens humains. Et parmi ces aides au fonctionnement, on peut aussi citer le rôle important de certaines associations ou de fondations, comme la Fondation des sciences du patrimoine, qu'on a aussi écouté hier, les DIM, les unités mixtes de recherche, et en termes de financement, toute la partie ANR, financement via les régions, etc., etc. Et là non plus, je ne m'étends pas, c'était une introduction, je vous renvoie aux journées dont j'ai parlé en début de diapositive. Par contre, là où je voudrais revenir, c'est un point important, c'est que dans tous ces organismes que j'ai cités, publics, privés ou mixtes, il y a une balance qui est difficile à estimer entre la recherche, alors qu'elle soit fondamentale, qu'elle soit théorique, on l'appelle comme on veut, et ce que j'appellerais le service. Alors ça peut être les prestations de services, souvent pour les laboratoires privés, mais pour certains laboratoires publics aussi, quand ils peuvent en faire, mais aussi le service d'État tel que les laboratoires publics peuvent faire pour les restaurateurs, pour les musées ou pour les monuments historiques en tant que mission d'État. Alors je n'ai pas fait de sondage en bonne et due forme, mais des échos que j'ai eus de mes confrères dans ces différentes structures, c'est effectivement cette limite qui est difficile et qui est un réel challenge. Alors, je signale juste qu'il y a certains grands musées ou certaines grandes institutions qui ont pu se permettre le luxe de mettre en place une réelle dichotomie en fait, entre un service dédié complètement, un département dédié complètement au service, physiquement, et un autre département complètement dédié à la recherche, mais c'est très rare. Et en France, je pense qu'on évoque plus le terme d'intégration, intégration recherche-service, avec un pourcentage qui est alloué à telle ou telle activité au sein d'un même laboratoire. Jusqu'à maintenant, si vous avez remarqué, la flèche était dans une seule direction, mais en réalité, elle est dans deux directions. Ce qui illustre que ces deux secteurs sont fortement connectés. Il y a une sorte d'osmose, une sorte de perméabilité qui fait que ces deux domaines, ces deux activités s'auto-alimentent, comme on va le voir dans quelques exemples que je donnerai tout à l'heure. Alors, ça m'amène à présenter un peu plus précisément la recherche au sein du CARA, comme un retour d'expérience, effectivement. Je vais parler de la genèse, de l'origine de ces projets, de leur typologie, et aussi, au lieu de focaliser sur un seul, par choix, au lieu de focaliser sur un seul exemple de projet de recherche, je donnerai un petit peu une liste de projets de recherche qu'on a menés, et puis je détaillerai 2 ou 3 d'entre eux. Donc la genèse. Dans les projets que je vais lister, je vais aussi me permettre de citer les différents protagonistes qui rentrent en tant que collaborateurs dans ces projets comme étant bien fondés à la réalisation de la recherche et au fonctionnement en fait, de la recherche comme on l'entend au sein de ce laboratoire. Alors je verrai une première origine à ces projets, c'est les projets qui sont issus à la base de prestations de services. C'est précisément cette flèche dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, un projet sur les matériaux du Corbusier, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, ou bien un projet sur les bronzes ornementaux, soit sur le mobilier, soit sur les objets décoratifs en bronze du 18, 19 et 20e siècle. Il y a une deuxième origine possible, ce sont des projets qui à la base sont issus de problématiques de conservation, restauration pratiques. Notamment le projet sur les gels mené par Arcantic et C2RMF, j'y reviendrai dans quelques secondes, ou bien le projet sur les matériaux d'Émile Gallet, le verrier du début du siècle, ou bien encore un projet qui va commencer sur les porcelaines à pâte dure et à pâte tendre. Et en troisième type d'origine, je mettrai un petit peu les sujets qui sont issus à l'origine de sujets technico-scientifiques d'étudiants. J'évoquerai ça aussi un petit peu tout à l'heure. Donc ça, c'était au niveau de la genèse. Deuxième point, c'est la typologie. Et qu'est-ce que j'entendrai par typologie ? C'est que si éventuellement il faut essayer de tirer une tendance et une spécificité à la recherche, au moins au sein de ce laboratoire, c'est comme ça que je le verrai. Ça peut éventuellement s'appliquer à d'autres institutions. Mais voilà. Il y a d'abord les projets qui restent au stade d'idée.
on a tous eu des idées qu'on pense fulgurantes comme ça et qui ne prennent pas forcément forme. Et c'est aussi mon cas. Et donc il y a eu, notamment, je prends l'exemple d'un sujet qui devait traiter des produits toxiques comme les savons arsénicaux, comme le mercure, comme plein de produits toxiques en fait, qu'on trouve dans les collections et sur le marché de l'art, dans les salles de vente. Passionnant, mais pour différentes raisons, le projet, il y a plusieurs années, n'a pas pris. Mais par contre, il a été traité par d'autres chercheurs depuis, avec des résultats très, très intéressants. Il y a un autre type de projet, tel que je pourrais les catégoriser, ce serait les projets qui sont restés en suspens, qui ont été abordés. On a des premiers résultats, plus ou moins. Et là, je cite le sujet dont on a parlé hier avec Arc Quantique et C2RMF, ce sujet ouvert et participatif, comme c'était dit, et où on a participé pour notre part, donc c'était le sujet sur le gel dans la restauration des métaux, et pour notre part, on a fait des tests d'analyse élémentaire sur les reliquats de ces gels après nettoyage sur ces métaux, mais aussi par imagerie multispectrale. Alors on espérait pouvoir voir des choses. On n'en a pas vu. Les résultats n'étaient pas à la hauteur de nos attentes, mais bon, ça fait quand même partie de la recherche. Il ne faut pas se masquer non plus. Et donc, il ne faut pas se décourager, et ça repartira peut-être sur une autre approche dans le cadre de ce projet de recherche, pour montrer un petit peu tous les aspects de la recherche, qui ne sont pas forcément que positifs. On en verra d'autres aussi, des négatifs tout à l'heure. Il y a les projets, alors on monte un petit peu crescendo, les projets qui sont réalisés, mais non publiés. Je vais parler tout à l'heure des vers d'Émile Gallet, un peu plus en détail, ou des vers... ou aussi le sujet sur les bronzes ornementaux que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est aussi un sujet qu'aborde le C2RMF et d'autres institutions à l'international. Mais il y a un petit avantage des laboratoires privés, s'il en est, c'est un petit peu la diversité et la multiplicité des matériaux auxquels on est confronté. On a la chance d'avoir beaucoup de sollicitations, c'est-à-dire des objets qui seraient, entre guillemets, entre triples guillemets même, je dirais, authentiques, et des objets qui seraient non authentiques ou plus clairement des faux. Donc c'est intéressant un petit peu de pouvoir comparer, d'avoir le luxe de pouvoir comparer des objets de ces différentes origines, si on veut être politiquement correct. Encore crescendo, il y a les projets qui sont finalisés et publiés. Alors là, cette catégorie correspondrait un petit peu à l'aboutissement idéal et parfait d'un projet de recherche, puisque une partie ou la totalité du projet a été donc publiée. Alors attention, je fais la nuance, comme quoi finaliser, ça ne veut pas dire forcément boucler dans un tiroir, parce que souvent, par mon expérience, ça repart, enfin ça regerme, mais il y a d'autres projets qui vont repartir de ce tronc principal. Et là, je recite le projet Le Corbusier, qui a été publié dans un chapitre de la Royal Society of Chemistry, où on a écrit ce chapitre sur les colorants et sur les pigments, et où le cas d'étude, en fin de chapitre, traitait de ce projet de recherche. Ou bien sur une étude menée sur les pigments préhistoriques au Mato Grosso, au Brésil, qui lui fait partie d'un projet plus vaste au CARA sur les pigments préhistoriques en France et à l'étranger, mais avec cette photographie, donc qui a été publiée en partie, et cette photographie qui montre que la recherche n'est pas forcément derrière un bureau, toujours, et rébarbative. Petit point de détail, ou plutôt grand point de détail, parce que c'est une autre question qui nous est posée, c'est le financement. Quel est le financement comment on finance ces projets de recherche? Alors, une certaine partie de ces projets de recherche est autofinancée au sein du laboratoire, mais dans une autre proportion, il s'agit de la mise en commun des ressources des différents participants. Alors, que ce soit par les instruments de mesure, par des moyens humains, par du matériel de recherche, ou même par le matériel sur lequel on va travailler. C'est le cas de l'étude sur les bronzes ornementaux, ou encore le cas sur l'étude des porcelaines dures et des porcelaines tendres, que j'évoquerai un peu plus tout à l'heure. Et dans quelques rares cas, il y a les financements externes, comme les financements européens, mais bon, qui restent plus épisodiques. Voilà, c'est là que je vais rentrer un petit peu dans le concret. Je vais lister quelques projets de recherche et j'en détaillerai plus en détail 2 ou 3. Ce projet sur les céramiques à pâte dure et à pâte tendre, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup parce qu'il est encore en tout début de construction. Donc le projet est en train d'être développé avec différents participants, des céramistes, des historiens de l'art, des restaurateurs et des étudiants. Donc voilà, ça sera la prochaine conférence probablement. Mais je vais peut-être parler un peu plus d'un autre projet
que j'ai évoquées sur les matériaux d'Émile Gallé. Et il s'agit d'un projet que j'ai catégorisé tout à l'heure dans les projets qui sont finalisés mais non publiés encore. Le détail de ce projet, c'est qu'une quarantaine d'œuvres ont été analysées au sein du musée de l'école de Nancy, d'œuvres de Gallé, pour des raisons soit pour l'intérêt historique, soit technique, soit esthétique, soit chronologique, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'au tout début du XXe siècle. L'objectif était, à l'origine, de caractériser les matériaux qui étaient utilisés par Émile Gallé, par cet artiste dans son atelier, et de comprendre un petit peu sa technologie, la superposition de couches, qui est très complexe, la superposition de couches, les techniques de gravure, les techniques d'émaillage, d'attaque à l'acide, etc. Et dans un deuxième temps, c'était de corréler un petit peu ces premiers résultats avec les données historiques qui étaient conservées de l'atelier d'Émile Gallé, les matériaux qu'il utilisait bruts lors de la fabrication de ces objets. C'est intéressant de comparer les résultats finaux avec les résultats initiaux. Il y en a qui disparaissent, il y en a qui se transforment. Voilà. Et dans un troisième temps, c'était surtout une problématique qui était liée à une problématique analytique, parce que à l'origine, il était hors de question de transporter 40 œuvres à un accélérateur de particules ou bien de faire des prélèvements sur ces objets tels que vous les voyez. Donc on a choisi l'option non invasive in situ. Mais ça apporte des contraintes, des grosses contraintes, et ça fait partie du projet de recherche, notamment essayer de corréler un petit peu les résultats. Par exemple, on a du fer, ok, mais est-ce qu'on a du fer 2+, 3+, on a du manganèse, est-ce que c'est du manganèse 2+, 3+, 4+, pourquoi on a cette couleur violette et pas cette couleur mauve? Des choses comme ça qui étaient abordées d'un point de vue analytique, parce que cette technique-là nous donnait que l'élément chimique passe son degré d'oxydation, par exemple. Une autre complexité de cette technique, alors c'est là, c'est la présence d'éléments non quantifiés. Alors c'est intéressant parce qu'un autre inconvénient donc, de cette technique, je disais, c'est la fluorescence X, en l'occurrence, c'est de ne pas détecter les éléments légers. Donc, par exemple, le sodium, ce qui est assez embêtant dans le cas d'objets en verre. Et la quantification est à la limite complètement faussée dans ces cas-là. Donc, comment gérer ce manque en fait, de quantification de certains éléments légers? Mais il n'y a pas que le sodium, il y a d'autres éléments qui ne sont pas forcément légers, qui ne sont pas détectés, parce que pour différentes raisons. Il y a l'uranium, par exemple. Il y a beaucoup de ces verres qui sont des verres uranyles. Et je peux vous dire qu'ils n'ont pas été ni inclus dans les systèmes de quantification par le constructeur, et c'est un peu compliqué que nous, on le fasse avec nos courbes de calibration sur des échantillons purs d'uranium. Donc, il y a différentes problématiques au niveau des éléments non quantifiés. Autre type de problématique analytique, c'est l'influence de certains éléments lourds, comme le plomb. Certains de ces objets contiennent très très grande proportion de plomb. Et on sait que le plomb va jouer un certain rôle dans ces techniques de surface, alors de bouclier, de filtre, qui va empêcher ou qui va fausser en tout cas la détection des autres, et encore plus la quantification des autres éléments chimiques dans ces objets. Et là, je finis pour ne pas m'attarder trop là-dessus, mais c'est intéressant, sur une autre problématique analytique, c'est l'épaisseur de ces objets. Parce qu'un autre inconvénient de ces techniques, il y en a plein, c'est l'épaisseur du matériau qu'on est en train d'analyser, qui va jouer un rôle sur la détection des éléments. Parce qu'on travaille sur des verres qui font 2 mm jusqu'à quelques centimètres. Bon, je fais vite, apparemment je suis en retard. Bon, ça, je vais passer sur le bronze ornementaux, on pourra en parler pendant les questions. Je m'attarde sur Le Corbusier. À l'origine, c'était un projet qui devait traiter des appartements, des villas, des cabanons que Le Corbusier a construits ou dans lesquels il a vécu, ainsi que certains mobiliers. Et on s'est intéressé aussi aux matériaux qu'il a utilisés, parce que dans le seul exemplaire de l'appartement parisien qui a été restauré récemment et que je vous invite à visiter, il y a un certain nombre de couches historiques, donc avant la mort du Corbusier en 1965, jusqu'à 4-5 couches, et encore autant, 4-5 couches, après sa mort. Donc c'était intéressant de déterminer chronologiquement les couches historiques, d'autant plus que Le Corbusier, lui, a participé au développement de ces pigments avec des compagnies, soit artisanales, soit industrielles, notamment des... J'ai encore un petit peu de temps ? Bon. Et souvent, comme dans ces problématiques, c'est des problématiques de vieillissement. Et on a été confronté aussi à des vieillissements qui ne correspondaient pas aux couleurs d'origine, des jaunissements de couches blanches, pour comprendre pourquoi. En l'occurrence, souvent, c'était les phases organiques qui s'oxydaient.
préhistoire du Mato Grosso, je vais passer aussi. Ça, c'est des sujets dont j'ai parlé assez brièvement. Là, je vais en parler d'un autre inconvénient, d'un autre côté obscur de la recherche. C'est un projet européen auquel on a été invité à participer sur la proto-histoire du Japon, sur la céramique au Japon, avec différents laboratoires européens, avec un financement, et qui est tombé à l'eau il n'y a même pas une semaine, 10 jours. Donc j'ai choisi de garder un petit peu dans cette présentation pour montrer un petit peu le passage qui peut être un peu rapide de vie à trépas d'un projet de recherche qui peut être assez éphémère. Et pour finir sur une touche un peu plus positive, je développe 2 secondes un projet étudiant qui est mené avec le CARA et l'Université du Mans dans le cadre d'un master en chimie d'Irénée Bilbao, qui a travaillé sur les matières colorantes dans les fibres par CERS, qui est la technique d'exaltation de surface par microscopie Raman, par spectrométrie Raman, pour la détection des colorants, l'identification sur des fibres historiques ou des fibres issues d'Aubusson. Et je vais terminer, voilà, ça c'était Irénée. Je termine rapidement, ça tombe bien, la conclusion est courte. Souvent dans ces problématiques, on a des avantages, des inconvénients. Je dirais que les inconvénients, c'est que dans les laboratoires de recherche, les projets sont en général de plus petite envergure que dans les institutions publiques, forcément, et ça inclut aussi une limite en termes de financement, en termes d'accès à certaines structures, et automatiquement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nécessité d'autofinancement, des fois. Si je dois citer 2 avantages, c'est assez agréable, c'est vrai, c'est cette quasi-indépendance décisionnaire en termes de choix et de champ d'application, c'est-à-dire que si on a une idée intéressante dans un projet de recherche et que tous les acteurs qui participent sont aussi OK et positifs, et bien en 2-3 jours, ça peut démarrer et ça peut aller assez rapidement. Par contre, alors je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, le calendrier des projets de recherche est moins figé. Ça peut durer un certain temps, les projets de recherche. Voilà, écoutez, je suis disponible pour toutes les questions. Je vous remercie pour votre attention.